Salut tout le monde! Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Très contente de vous retrouver. Il reste environ une semaine avant l'Halloween, une semaine avant d'aller ramasser des bonbons. Et qui dit bonbons dit tueur en série, non? C'est le meilleur moment pour parler d'un tueur en série qui donnait des bonbons. Et sans plus attendre, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux. Et quand vous êtes prêts, on est parti dans la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma nouvelle intro dans les commentaires. C'était une intro que j'y pensais depuis plusieurs semaines. J'essayais vraiment d'inclure une rose noire, comme vous l'avez vu là et là. Ben, les roses noires, c'est vraiment mes fleurs préférées. Ça rappelle un peu l'amour, mais la haine en même temps. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ça dans les commentaires. Sinon, ben là, on va commencer avec la vidéo. Alors, notre histoire prend place le 8 août 1973 dans la ville de Pasadena, en Californie, alors qu'un jeune homme téléphone au poste de police pour avouer un meurtre. Il va prendre quelques minutes avant qu'une patrouille se rende dans la maison où a eu le supposément meurtre. Et lorsque les policiers vont entrer dans la maison, ils vont découvrir trois adolescents qui sont immobiles, qui ont l'air complètement bouche bée, ils ont l'air traumatisés. Les trois jeunes adolescents sont Elmer Wayne Henley, qui est âgé de 19 ans, Rhonda Williams, qui est âgée de 15 ans, ainsi que Timothy Curley, qui est âgé de 20 ans. Donc, les policiers s'arrêtent devant les trois jeunes adolescents qui vont pointer le corridor de la maison. Les policiers vont marcher vers le corridor de la maison et vont découvrir le corps d'un homme à peu près dans la trentaine qui a le visage contre le sol et qui a reçu plusieurs balles, dont 3 à l'épaule et 2 à la poitrine. Les trois adolescents vont être emmenés au poste de police et là, on va vraiment se concentrer un peu plus sur le témoignage de Elmer qui, lui, va devenir un personnage très important dans l'histoire. Donc, il va raconter pas mal la même histoire que les deux autres adolescents, soit que eux, ils se situaient à Houston, au Texas, et que l'homme qui était étendu sur le sol voulait faire une fête. Donc, il a appelé Elmer, et Elmer il a dit « Oui, je vais venir, mais avec deux amis. » Donc, les trois se sont rendus de Houston jusqu'à Pasadena. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la maison, tout allait bien, ils ont commencé à boire, ils ont commencé à prendre de la drogue. Mais là, le trentenaire leur donnait beaucoup d'alcool et beaucoup de drogue aussi. Donc, plusieurs drogues, soit de la marijuana. Quand Elmer va se réveiller, il va être attaché à des menottes. Et les menottes, eux, étaient vissées à une grosse planche de bois dans le salon, donc sur le sol complètement. Il va voir que Rhonda, sa copine, en fait, elle aussi est attachée, ainsi que Timothy, qui lui aussi était attaché. Donc là, l'homme va aller chercher une arme de calibre 22 et il va venir la déposer sur la gorge de Elmer. Mais Elmer va réussir à convaincre l'homme de le détacher pour qu'il puisse l'aider à torturer et à assassiner Rhonda, sa copine, et Timothy, son ami. Le jeune homme, Elmer, a attendu que Dean ait s'occuper de Timothy pendant que lui était supposé s'occuper de Rhonda pour prendre l'arme de calibre 23 que l'homme avait laissée sur la table de la cuisine pour la pointer vers lui. L'homme de 30 ans va se rendre compte que Elmer est en train d'y pointer une arme, mais lui, il n'a pas peur pantoute, il va avancer et Elmer va tirer 5 fois. Donc, 3 fois plus 2 fois. L'homme va continuer d'avancer, mais il va finalement s'effondrer sur le sol où on l'a retrouvé, soit dans le corridor. La police est complètement stupéfaite
de voir le nombre de détails et de tout ce que Elmer se rappelle pendant son témoignage. Mais là, jusqu'à maintenant, ce ne sera pas meurtre qualifié, donc il ne sera pas accusé de meurtre. Ça va vraiment être un meurtre pour légitime défense. Donc il ne sera pas accusé. Par contre, quelques minutes, quelques heures après la mort de l'homme, que je vais vous parler un peu plus tard, eh bien, il y a un autre garçon qui se rend au poste de police. Il s'appelle David Brooks et lui aussi, il est âgé de 18 ans. Il va dire au policier que Elmer n'est pas tant une victime que ça à ce qu'il laisse paraître. Lui aussi, il fait partie du complot. Et là, je vous imagine, vous êtes là dans votre salon, mais de quoi qu'elle parle, elle? Ben, en fait, pour comprendre l'histoire du début, ben, il faut revenir au début. Dean Carroll naît le 24 décembre 1939 à Pasadena d'une mère du nom de Mary Robinson et d'un père du nom de Harold Edwin. Sa mère avait beaucoup de problèmes psychologiques, donc dépression, anxiété sévère, et elle était vraiment très, très protectrice envers Dean, tandis que son père, lui, battait sa femme et battait ses enfants. Ses parents, au cours de sa vie, ont divorcé 2 fois, sont revenus ensemble, ont redivorcé encore, et jusqu'à ce que Dean commence pas mal les meurtres. Je sais pas si les parents étaient encore ensemble, mais je sais qu'ils vont finir par se séparer. La famille détenait une confiserie. Donc, une confiserie, c'est un magasin où ils fabriquent leurs propres bonbons. Et Dean travaillait souvent avec sa mère pour l'aider dans le commerce, justement. Et en vieillissant, diplôme comme électricien. Donc, le jour, il va travailler comme électricien et la nuit, il va travailler à la confiserie pour fabriquer les bonbons. Et là, au fur et à mesure des années, Dean a commencé à donner beaucoup de bonbons aux jeunes enfants et aux adolescents qui passaient dans la rue. Et c'est ainsi qu'il y a une relation qui va vraiment se former entre les enfants, les adolescents et Dean. Dean qui va devenir, pour plusieurs de ces adolescents-là, justement, une figure paternelle. Donc, pour David Brooks et Elmer, il va vraiment devenir une figure paternelle pour ces deux-là parce que les deux ont un père, mais très absent. Donc, inconsciemment, quand on n'a pas de parents, on va essayer, le cerveau va essayer de compenser ce manque-là en ayant une relation avec une autre personne qui pourrait être cette figure-là. Donc, Dean, lui, il va continuer de donner des bonbons. Et là, il y a beaucoup d'adolescents, justement, dans le début des années 1970 à Houston. Ça, c'est le quartier de Heights. Eh bien, dans ce quartier-là, il y a beaucoup d'adolescents qui lâchaient l'école, qui abandonnaient l'école et qui préféraient traîner dans les rues. Et là, justement, au même moment, Dean accueillait ces jeunes adolescents-là. Il leur servait de figure paternelle. Il pouvait passer des après-midi complètes avec eux. Et pour les parents, c'était bien parce que Dean est vraiment décrit comme quelqu'un de très attentionné, de très gentil, de très, très bon pour les enfants et pour les adolescents. Et les parents, en tant que parents, on aime beaucoup mieux voir nos adolescents avec un voisin en qui on a entièrement confiance qu'en train de se piquer dans une ruelle. Au cours de sa vie, Dean va faire partie de l'armée américaine. Les dates n'étaient pas mentionnées, en tout cas, j'ai pas trouvé de date qui mentionnait quand il a fait partie de l'armée, mais c'est vraiment dans l'armée qu'il va se rendre compte qu'il est homosexuel. Donc là, il va finir par ressortir de l'armée, il va recommencer à travailler dans la confiserie et comme électricien. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va vraiment commencer à se faire de plus en plus amis avec de jeunes garçons. Elmer Wayne Henley est né le 9 mai 1956 au Texas, à Houston, dans le quartier de The Heights, dans une famille de 4 garçons. Son père s'appelle Elmer Wayne Henley Sr. Très original. C'est un alcoolique fini qui bat sa femme et qui bat ses 4 garçons, dont Elmer. Et sa mère, elle est décrite comme quelqu'un qui n'a pas de personnalité, quelqu'un qui est vide, quelqu'un qui est très, très faible. Bon, à cette époque-là, dans ces années-là, 1950, effectivement, je dis pas que la femme était faible, mais quand on parle du rôle des genres dans la société, 1950, il était très, très rare que la femme était capable de se débrouiller en donnant une bonne éducation à ses enfants sans mari. Donc, la plupart restaient avec leur mari. Le père de Elmer va vraiment
éduquer ses enfants dans une religion comme le catholicisme ou le christianisme, mais pas la religion qu'on a l'habitude de voir comme en 2021 maintenant, là. C'est vraiment une religion qui ressemble pas mal à une secte, un peu comme un gourou, si on peut dire. Donc, il y en a beaucoup qui vont utiliser la religion pour parvenir à leur fin. Donc là, on parle beaucoup, justement, de l'enfance des tueurs en série. Il y en a beaucoup qui ont été élevés là-dedans et il y en a beaucoup qui vont reproduire ce schéma. Et le père de Elmer n'était pas souvent là. Il était tellement alcoolique qu'il passait beaucoup de soirées au bar et finalement, Elmer se retrouvait toute seule avec ses 3 frères et sa mère. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire la rencontre de David Brooks qui vont à la même école et David Brooks il va lui parler de Dean Cole et lui dire que c'est un homme vraiment gentil, il est super attentionné et il va faire en sorte que les deux se rencontrent. Au départ, Elmer devait être une victime de Dean Cole, mais Dean l'a tellement apprécié, l'a tellement aimé qu'il a décidé de l'inclure dans ses sévices et dans ses tortures sexuelles. Mais là, on parle de quoi? Au poste de police, David Brooks va confesser une partie des tortures et des meurtres dont il a été témoin finalement. Et là, vu que Elmer le sait que David a confessé, Elmer aussi va finir par le confesser tout simplement. Il va confesser avoir participé à plusieurs tortures, plusieurs sévices, mais aussi plusieurs meurtres de plusieurs victimes. Il va même finalement avouer que Dean possédait un hangar qui le louait et le hangar, c'était le hangar numéro 11. Donc, Elmer va vraiment emmener les policiers au hangar numéro 11 et lorsqu'ils vont obtenir les clés, ils vont se rendre compte que c'est un hangar tout à fait banal. Il y a une voiture, il y a des outils là-dedans, il y a des boîtes. Sauf que la différence avec les autres hangars, c'est que celui-ci, il y avait une grosse couverture étendue sur le sol et en dessous de la couverture, il y avait de la terre qui avait été retournée. Donc, pourquoi retourner de la terre dans un hangar? Mais là, ça prend pas un DEP ni un diplôme d'études universitaires pour comprendre qu'il se passe des choses étranges dans son hangar parce que quand ils ont ouvert la porte, il y a une odeur nauséabonde qui sortait de ça. En plus, il faisait extrêmement chaud dans un endroit fermé. L'odeur était vraiment infecte. Et là, il y a des informations qui vont vraiment sortir parce que au moment où les policiers se rendent au hangar, la presse, les médias sont déjà au courant que Dean Cole est accusé d'être un tueur en série. Donc vraiment, les médias et les journalistes vont se rendre au hangar et là, la scène va être filmée de A à Z. Vous pouvez la retrouver sur Internet. On voit quand ils vont se mettre à creuser. Et en creusant, ils vont découvrir, c'était 10 ou 11 corps, je crois, tous empilés les uns par-dessus les autres, très mal enterrés là, finalement. Et encore une information très sanglante, beaucoup de cadavres portaient encore une corde autour de leur cou et avaient encore été menottés. Donc là, quel était le rôle de Elmer Wayne Henley et de David Brooks dans la torture et les sévices que Dean faisait subir à ses victimes? David et Elmer étaient juste des entremetteurs. Au départ, c'était des entremetteurs et à chaque fois qu'ils réussissaient à ramener une victime, ils recevaient 200 $ de Dean. Donc eux, ils devaient trouver les victimes potentiellement parfaites pour Dean, les emmener jusque chez Dean et là, Dean faisait ce qu'il voulait. On sait qu'à cette époque-là, la drogue circulait, de l'alcool aussi, tu sais, ça a toujours été, quand tu es un adolescent, tu veux essayer des choses, tu veux boire et quand il y a un adulte qui te propose de boire, tu te dis que c'est correct. Donc, tu veux te rendre chez eux, évidemment, là, pour boire, pour essayer des drogues et tout. Et c'est de cette façon-là que Elmer et justement David ont réussi à amasser autant de victimes. Et là, dans ce cas-là, on parle de 27 victimes et plus. Parce qu'il y en a seulement 27 qui ont été retrouvées. Elmer, après avoir vidé le hangar, a dit aux policiers qu'il y avait aussi d'autres victimes plage du quartier. Et là, les policiers se sont rendus là et effectivement, ils ont découvert une autre dizaine de corps. Donc, ça équivaut à 27 cadavres qui ont été retrouvés en tout. Elmer, par contre, lui, il dit qu'il y en a beaucoup plus que ça, qu'il y en a d'autres aussi dans la forêt des Heights, donc du quartier.
mais il n'y a pas d'ossement qui a été retrouvé. Ils n'ont pas cherché longtemps parce que la forêt, elle est dense, elle est très grande et il n'y avait pas assez de bénévoles qui auraient pu se déployer pour chercher. Et là, on revient aux 27 victimes. Ce que je trouvais étonnant dans ce cas-là, c'est qu'on parle beaucoup de John Wayne Gacy, qui lui, justement, a enterré 27 cadavres dans son jardin, mais aussi dans les planches de sa maison. Mais on ne parle pas de Dean Cole, qui lui a aussi fait 27 victimes, mais selon les policiers et selon Elmer, il en a fait encore plus. Là, les policiers vont décider de ressortir tous les dossiers des enfants disparus parce que là, les médias sont au courant, donc ça passe à la télé. Et là, il y a beaucoup de parents dont leurs enfants ont disparu qui vont commencer à contacter les services de police pour savoir s'ils ont retrouvé le cadavre de leur fils. Est-ce que leur fils est mort? Est-ce que leur fils est en vie? Ils veulent savoir. Et là, ils vont recevoir beaucoup d'appels. Voilà pourquoi ils vont ressortir les dossiers de 5 ans en arrière. Et avec les tests médicaux légaux, ils vont finir par être capables justement d'identifier certaines victimes à certains garçons portés disparus avec l'ADN. Donc, ils vont retrouver l'identité de Willard Carmen Branch, âgé de 17 ans, qui est disparu en février 1972. Il s'en allait tout bonnement à la piscine municipale. Le 24 mars 1972, Frank Aguirre va se rendre chez Dean Cole pour boire de l'alcool et fumer un joint. Et Dean va finalement attacher le jeune homme, lui faire subir des sévices, des tortures pour finalement l'assassiner, en fait l'étrangler et l'enterrer dans le hangar. Mark Scott, 17 ans, ainsi que Billy Boach et Johnny Ray Delorme ont été menottés, violés, torturés, tailladés, étranglés et tués pour être enterrés sur la plage le 21 mai 1960. David Heiligist, âgé de 13 ans, et Maylee Winkles, âgé de 16 ans, vont disparaître le 29 mai 1972. La police va vraiment penser à une fugue parce qu'à cette époque-là, il y en avait beaucoup de fugues, mais la mère de David, dont Dorothy, elle va vraiment faire beaucoup de recherches, elle va engager un détective privé, elle va engager des médiums, elle va distribuer un bon nombre d'affiches dans toutes les rues de The Heights, et même que Elmer va aider aux recherches finalement. Nous avons Wally Simoneau et Richard Embry qui vont disparaître le 3 octobre 1972 et qui vont être assassinés aussi brutalement que tous les autres chez Dean. Richard Kepner, âgé de 19 ans, va être kidnappé au beau milieu de la rue alors qu'il marchait pour aller téléphoner dans un téléphone public en novembre 1972. Il va être emmené chez Dean et encore une fois, il va être torturé, il va être violé, menotté et assassiné. De décembre 1972 jusqu'au printemps 1973, Elmer va quitter Dean et David Brooks pour aller s'inscrire dans l'armée. Il va passer les examens, mais malheureusement, il va échouer. Donc, il va revenir auprès de Dean et de David et le trio va recommencer à faire les crimes. En juin 1973, Dean et David vont kidnapper un ami d'Elmer qui s'appelle Billy Lawrence, qui a 15 ans. Ils vont l'emmener chez Dean, où une bâche avait été étalée sur le sol et le jeune homme va être menotté encore une fois et il va être violé et torturé. Par contre, le jeune homme ne sera pas assassiné dans l'immédiat, il va être assassiné seulement 2 jours plus tard. Donc là, on voit que Dean commence à prendre beaucoup de plaisir, alors qu'au départ, il assassinait les victimes tout de suite après les avoir torturées et violées. Maintenant, il les torture, les viole, mais sur une plus longue période. En juillet 1973, on a Homer Garcia, âgé de 15 ans, John Sellers, âgé de 15 ans, Michael Boach, qui est le frère de Billy Boach, vont toutes les trois être enlevés et le même destin tragique va survenir. Ils vont être assassinés et ils vont être enterrés dans le hangar. Donc là, j'ai lu Michael Boach. Je me suis rappelé qu'au début de la vidéo, au début de mes recherches, Billy Boach, et là, je me suis mis à la place des parents. Tu as 2 enfants, tu as 2 garçons, et les 2 sont enlevés, et les 2 sont assassinés. Ça doit être terrible, mais terrible. Le 25 juillet 1973, Charles Coble et Marty Jones vont être attirés dans la maison de Dean pour subir des sévices, des tortures, des viols, se faire battre, se faire malmener, encore une fois,
pendant plusieurs jours, juste avant que Cobble soit abattu par balle et que Jones soit étranglé. Leur corps va être retrouvé encore une fois dans le hangar numéro 11. Et là, après tous ces aveux, après toute cette enquête qui n'aura pas duré extrêmement longtemps, parce que Elmer et David Brooks vont vraiment avoir participé à l'enquête, aux recherches, mais aussi au dénombrement des victimes, des cadavres, eh bien, l'enquête va finir par arrêter et on va accuser Elmer Wayne Henley et David Brooks de meurtre, de torture, de sévices, mais aussi de viol sur plusieurs adolescents. Donc, en juin 1974, Henley va être traduit par la cour de San Antonio pour le meurtre de 6 adolescents qu'il a lui-même attirés dans l'appartement parce que même s'il ne tue pas de ses propres mains, si c'est toi qui les attires dans l'appartement, tu vas aussi être accusé de meurtre parce que sans toi, le meurtre ne se serait pas produit. Enfin, à San Antonio, c'est comme ça que ça fonctionne. Le 16 juillet 1974, il va être reconnu coupable et condamné à 6 peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Donc, finalement, Henley est reconnu coupable et doit purger 999 ans de prison. David Brooks va être jugé en février 1975 pour le meurtre du jeune Billy Ray Lawrence et le 4 mars, soit environ un mois après, il va être condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant tant de temps. Mais dans le dossier, c'était pas écrit. Donc, c'est ainsi que se termine l'histoire. Dean Cole était l'homme aux bonbons. Il attirait les jeunes avec des bonbons au départ et par la suite, il a commencé à prendre des adolescents pour en attirer d'autres, ce qui est vraiment très, très intéressant. C'est sûr que dans cette histoire, on ne parle pas beaucoup de Dean Cole parce que il est décédé, c'est Elmer qui l'a assassiné, mais je trouvais ça vraiment intéressant de parler de bonbons alors que l'Halloween approche. Alors, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce petit contenu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ça ne vous tente pas de vous abonner, c'est bien correct, vous avez le droit. Vous pouvez quand même continuer de regarder mes vidéos. C'est pas un contenu réservé exclusivement aux abonnés. Et si vous avez aimé l'intro, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime beaucoup avoir l'opinion de mes abonnés parce que c'est vous qui regardez ça. Et si ça vous intéresse pas, c'est le fun de le savoir. Comme ça, on peut innover, on peut changer et on peut apprendre. Alors voilà, je vous laisse dans votre fin de week-end, dans votre semaine. Et on se retrouve samedi prochain pour une autre histoire de bonbons. Ciao! Let's go!